Marie Narcican. Bien, merci, monsieur le président. Vous m'entendez? Bon, merci, monsieur le président. Je remercie également le professeur Saleh de m'avoir invité à cette soutenance. Alors, et bien entendu, je félicite monsieur Tahiri pour être là aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à mes doctorants qu'une bonne thèse, c'est d'abord une thèse finie. Il y a, en effet, arriver là, c'est beaucoup de travail au niveau du recueil des données, au niveau des retranscriptions, au niveau des analyses, puis un travail de rédaction qui est considérable pour en arriver là aujourd'hui. Donc, j'ai accepté de co-encadrer les travaux de recherche de M. Tahiri en 2015. Donc, grâce au REMADIF, M. Tahiri a pu se rendre à Nantes 3 années consécutives, pendant lesquelles nous avons pu échanger lors de rencontres régulières. Et le travail de thèse, pendant ce temps-là, j'ai pu constater que ce travail de thèse avait progressé de manière tout à fait satisfaisante. Dès la 2e année, le plan de thèse, les hypothèses et la problématique étaient élaborés. Un travail important de recueil de données était effectué et le travail de rédaction et d'analyse était engagé. À Nantes, il travaillait régulièrement à la bibliothèque universitaire pour ses recherches bibliographiques. Le travail était conséquent, très sérieux et régulier. Alors, par ailleurs, il a rencontré le directeur de l'IRFLE, qui est la formation en français et langue étrangère, lequel l'a fait intervenir auprès des apprenants de français de niveau B2. Et il a reçu d'ailleurs une attestation pour cette action. De même, il est intervenu auprès des étudiants de l'UFR de sociologie dans le cours de Christophe Lamoureux. L'année suivante, il a donné une conférence sur la didactique du FLE, le niveau de langue et le niveau de culture, toujours à l'IRFLE, auprès des étudiants canadiens, futurs enseignants de français. Et il a également obtenu une attestation pour ce travail. Il a également assisté aux activités du Festival de cinéma des 3 continents, ce qui était en rapport avec son travail de thèse. Donc on voit que lorsqu'il venait à Nantes, en plus de ce que vient de souligner le professeur Parti, il n'est pas resté inactif. Sur mes conseils, il a rencontré plusieurs collègues sur des sujets en rapport avec sa thèse. Il a rencontré Nathalie Garrick sur la méthodologie de recherche et les techniques d'analyse de contenu. Il a rencontré Jacques Gilbert, tous professeurs à l'Université de Nantes, sur les représentations de l'enfant dans la littérature française et les techniques de rédaction. Et à la Faculté des langues et cultures étrangères, il a rencontré Gilles Gassotti, le doyen de la faculté, Didier Delors, sur les aspects interculturels et les étudiants étrangers. En ce qui concerne ses publications, je l'ai accompagné dans son travail pour un article qui avait été accepté pour une publication en Belgique, et il a fait mention du livre qu'il a publié à la suite de ses travaux de master. Alors, j'ai accompagné M. Tahiri essentiellement dans la méthodologie de recherche, car bien que la thèse devait à l'origine comporter 2 parties, dont une partie application didactique, comme votre directrice vient de le souligner, eh bien, la partie didactique s'est réduite considérablement. Alors, je ne me positionne pas en tant qu'experte en analyse du discours, pas plus qu'en littérature. Donc, par contre, en méthodologie de recherche complémentaire, comme l'a souligné votre directrice de thèse. Et donc, s'il y avait une question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous avez réfléchi à un possible prolongement de ce travail en pédagogie, ou bien, pour le dire autrement, dans quel domaine vous envisagez la poursuite de vos travaux de recherche? Est-ce que ça sera plutôt en littérature, cinéma, ou plutôt en pédagogie, en didactique? Voilà. Et
terminerai en vous félicitant une autre fois de nouveau d'être là aujourd'hui. Merci. La parole est à notre cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Il m'a associé à ce jury. Tout d'abord, je vous félicite pour ce travail qui est phénoménal, assez exhaustif. On reviendra sur certains aspects. La thèse que vous présentez me semble intéressante à plusieurs égards. D'abord, le sujet que vous avez choisi, et cela a été souligné tout à l'heure, est très peu étudié au Maroc, notamment dans le domaine littéraire et cinématographique. Les représentations de l'enfant restent quand même insuffisamment analysées dans le champ culturel marocain, académique et parfois même dans le cadre de la société civile qui quand même a fait beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Ensuite, la mise en contexte des recherches sur l'image de l'enfant permet d'avoir une idée sur l'état des recherches académiques sur ce sujet. Donc vous avez fait, disons, une présentation de ce qui s'était fait jusqu'à présent dans ce domaine-là en termes de recherche. Et puis, enfin, le lien que vous avez établi entre littérature et cinéma pose la question de l'adaptation et de ses limites. Et je trouve que ces aspects-là sont intéressants, en tout cas dans le champ académique de la recherche. Alors les annexes qui figurent dans le tome 2 sont très intéressantes, mais de temps en temps, et c'est peut-être dans ce sens-là que je rejoindrai la remarque qui vous a été faite, la transcription qui parfois pose problème. Évidemment, dans les sciences humaines, on le sait très bien, quand vous faites la collecte des données, des entretiens, il faudrait les restituer fidèlement, et y compris dans des choses avec lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord. En revanche, parfois, il y a quand même des problèmes de transcription, on va dire, et c'est peut-être sur ce point-là que je ferai la remarque concernant les annexes, qui sont d'ailleurs des annexes très intéressantes. Bon, je prends un exemple au hasard. À la page 430, vous dites durant les années 50, vous transcrivez. Durant les années 50, il n'y aura pas, mais à part, vous écrivez mais à part, mais en fait c'était mis à part le texte de Sfreni. Ou alors vous dites tratébi. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais quand même ça revient. C'est une question de transcription. En revanche, évidemment, vous étiez fidèle à la prise, à la transcription de la parole telle qu'elle a été, telle que vous avez pu la recueillir. Alors, la typologie que vous avez effectuée concernant l'enfant me semble intéressante. Elle rend visible d'ailleurs plusieurs figures de l'enfant dans les romans de Mahdi Bilbin et les films de Nabil Ayouch. Alors, ces figures, vous les avez répertoriées en enfant témoin, enfant fragile, enfant idéalisé, enfant évadé, enfant violent, enfant adulte. Et j'ai trouvé cette typologie très intéressante, instructive. Il faudrait peut-être lui consacrer davantage d'analyse dans vos travaux futurs et aussi les conceptualiser de manière peut-être un peu, disons, plus rigoureuse pour que le cadre théorique puisse rendre compte de du contenu de cette typologie. Mais en tout cas, la typologie en tant que telle est très intéressante. Alors d'abord, cette typologie montre aussi l'écart, et vous le montrez bien dans votre thèse, l'écart entre la représentation artistique de l'enfant, qui pour vous est une image négative, cette représentation elle est faite globalement de manière négative, et la représentation que vous appelez socioculturelle, qui est au fait une image fondée sur un idéal positif. Donc cette opposition entre la proposition artistique qui est négative et la représentation socioculturelle qui vous semble un idéal positif, cette opposition que vous avez relevée me semble intéressante. Alors maintenant, il faudrait peut-être voir si d'abord elle est générale
si la question de classe sociale qui disparaît dans les analyses de la globalisation ne reste pas pertinente dans certains contextes géoculturels, et voir un peu si cette typologie s'applique à l'ensemble des classes sociales. C'est un terme qu'on ne veut plus utiliser parce que dans la représentation, disons, du monde aujourd'hui, le néolibéralisme a essayé quand même de nous faire oublier cette notion. Mais dans certains contextes culturels, cette notion reste pertinente. Donc je ne sais pas si vous avez tenu compte de cet aspect-là. Et je vais vous dire pourquoi j'en parle, parce qu'à un moment donné, vous avancez des idées très intéressantes et on peut vous suivre tout en étant réticent à l'égard de la généralisation. Et je reviendrai sur cet exemple. J'ai trouvé également l'aller-retour que vous faites entre le texte, le film et le hors-texte, le hors-film, très intéressant aussi. C'était cet aller-retour entre la textualité et le hors-texte. Alors vous essayez quand même de suivre, de faire des analyses pour ce qui est de la littérature à partir, bon, même si vous avez utilisé d'autres sociocritiques, mais votre peut-être mentor c'est un peu Claude Tuchet, puisque vous partez de l'idée de la socialité du texte et vous essayez de voir comment le texte absorbe le réel, comment il le transforme. Là aussi, peut-être que vous pourrez tirer profit davantage des analyses de Claude Tuchet, peut-être les conjuguer à d'autres approches, comme celle d'Edmond Gros. Hein. Je trouve que ça pourrait très bien fonctionner par rapport à votre corpus. Mais j'ai remarqué, alors ça je ne sais pas, parce que vous avez inscrit votre thèse dans une perspective comparée, et j'ai quand même remarqué que vous analysez les romans d'un côté, et puis après les films d'un autre côté. Alors, ça, on peut l'appeler de la comparaison, si vous voulez. Ce n'est pas du comparatisme au sens de littérature comparée. C'est-à-dire, vous nous donnez des corpus différents, vous les comparez d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a de la comparaison, mais vous n'articulez pas l'écriture cinématographique avec l'écriture littéraire. C'est-à-dire, pour aller très vite, au cinéma, on écrit avec la caméra. Et pour ce qui est de la littérature, c'est l'écriture avec le discours, si vous voulez, c'est l'écriture discursive, d'une certaine manière. Pas que, mais disons le verbal et le visuel. Et l'articulation entre ces deux-là, ces deux éléments-là, aurait été peut-être très intéressante, et je pense que vous êtes capable de le faire par rapport à votre corpus. À un moment donné, vous évoquez la question des incipits, des incipits, comme on voudra. Et il y a des incipits filmiques et des incipits romanesques. Et vous auriez pu, par exemple, voir comment les étoiles de Sidi Boumen commencent sur le plan romanesque et comment Nabil Ayouch commence autrement son film. L'adaptation n'est pas une question de comparaison par rapport au manque, parce que c'est pas comme ça. Et le manque ne se pose pas dans l'adaptation. On adapte librement et on ne dit pas voilà l'adéquation ou l'inadéquation. C'est pas ça que je vous demande de faire. C'est pas ça la question de l'adaptation. Je vous demande par exemple de voir peut-être après comment les incipits filmiques et romanesques, en tout cas pour cet exemple-là, les chevaux de Dieu et les étoiles de Sidi Boumen, fonctionnent. Quels sont les choix artistiques, justement, puisque vous parlez de l'art? Parce que je pense que ça donnerait quelque chose de très intéressant par rapport à votre analyse, puisque vous avez une somme de connaissances impressionnantes, vous avez mobilisé un outil, enfin des outils méthodologiques impressionnants, et je pense que ça pourrait vous servir dans une telle approche. Là, vous allez faire du comparatisme, si vous voulez, et vous allez voir un peu comment on passe d'une expression artistique à une autre. Mais ceci dit, ces allers-retours que vous faites dans certains passages avec beaucoup de finesse entre le texte et le hors-texte me semblent très intéressants. Alors, l'aspect didactique a été soulevé. Effectivement, la dimension didactique que vous proposez me semble pertinente. Alors,
ça c'est ma lecture, hein, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une fracture entre toute la première partie de l'analyse et puis ce que vous avez proposé comme disons, on va l'appeler projet didactique. C'est très intéressant ce que vous proposez, mais peut-être vous lui avez consacré très peu de pages par rapport à l'ensemble, alors que c'est peut-être même votre domaine, puisque vous êtes déjà enseignant, vous avez déjà les outils nécessaires pour nous faire une proposition didactique. Alors, ça, je l'ai lu comme la formation de quelqu'un qui a une somme de connaissances phénoménales et qui a envie de tout dire en même temps. C'est un peu comme ça que je l'ai lu, et c'est pour ça que vous n'avez pas consacré à cette partie de didactique disons, le nombre de pages et les analyses suffisantes. Bon. Vous voyez, à chaque fois je parle de ce que vous faites et qui est très intéressant. Et comme c'est tellement intéressant, je suis resté par moments sur ma faim. Et en tout cas, moi j'ai la conviction que vous avez la capacité vraiment d'aller très loin dans ces analyses que vous avez déjà esquissées. Cela pour vous dire que votre thèse nous apprend des choses. C'est-à-dire on apprend beaucoup de choses dans votre thèse. Alors maintenant, vous avez eu l'audace de conjuguer beaucoup de mobiliser beaucoup de disciplines. Je ne sais pas si vraiment on pourrait appeler ça de la pensée complexe. Moi, je l'appellerais tout simplement une interdisciplinarité. Une interdisciplinarité parce qu'à vrai dire, si vous voulez entrer dans la pensée complexe d'Edgar Morin, ça compliquera encore plus la tâche parce que il est à la fois nécessaire dans une pensée complexe de distinguer, et pas isoler mais distinguer les éléments, mais aussi de comprendre tout ce qui les relie en tenant compte de leur interaction. Je pense que vous êtes dans la perspective interdisciplinaire et effectivement vous avez mobilisé beaucoup de disciplines. Vous savez, Edgar Morin, quand il a parlé de cette question de la pensée complexe, il a mobilisé à la fois les sciences exactes, il a mobilisé également les mathématiques, la biologie, la physique, l'histoire. Bon, c'est un peu dans cette perspective-là qu'il voulait aborder ces objectifs. Je pense que vous êtes dans une très bonne perspective interdisciplinaire. Vous avez évoqué la question, alors ça c'est une question que je vais vous poser de manière indirecte parce que vous êtes mieux qualifié que moi pour y répondre, sur la question de le cadre juridique au Maroc. Vous avez consacré des pages très intéressantes à l'évolution du cadre juridique au Maroc par rapport à l'enfant. Et moi j'étais très content de voir ça parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la littérature que les aspects, disons, juridiques qui traversent notre société sont étrangers plutôt à la littérature, puisque on accorde de plus en plus d'importance à l'enfant sur le plan juridique, mais en même temps on ne voit pas les répercussions de cette importance, ni sur le plan social, ni sur le plan littéraire. Alors, mais vous m'avez donné l'impression que tout va dans le meilleur des mondes sur ce plan juridique. C'est l'impression que j'ai eue en lisant. C'est-à-dire, il y a un encadrement juridique, l'enfant est valorisé. Alors, vous évoquez ça un peu de manière très... à partir de la page 84, j'avais lu des choses intéressantes sur le cadre juridique. Et puis vous dites en même temps que ce cadre-là permet à la société de valoriser l'enfant. Alors c'est une question que je vous pose. Est-ce que réellement l'enfant est valorisé dans la société marocaine? Ça c'est la première question. Et est-ce que cette valorisation, même si vous dites qu'elle s'oppose au côté négatif de la littérature, est-ce que le fait de parler de ce qui est négatif dans la littérature n'est pas en soi une libération de la parole et, entre guillemets, même si la littérature ne se
refuse parfois d'être militante, mais une manière de militer symboliquement pour les droits de l'enfant. Et donc finalement, il n'y a pas d'opposition, peut-être une complémentarité. Ça, c'est une question que je vous pose. Et alors, j'ai trouvé également très intéressante l'idée disons, vous avez évoqué Choukri. Vous avez évoqué Mohamed Choukri à la page 83. Alors, vous dites, et ça par contre, peut-être on ne sera pas d'accord, mais vous m'expliquerez pourquoi vous l'avez dit, vous dites que c'est un texte écrit en français. Et vous dites vous-même qu'il est traduit par Benjelloul. Un texte écrit en français. Pourquoi vous dites un texte écrit en français? C'est un texte écrit en arabe et traduit en français. Pourquoi vous avez utilisé cette expression texte écrit en français? Parce que ça change un peu le sens même du rapport à la langue d'écriture. Il y a un autre texte, je ne sais pas ce que vous en pensez, de Abdelmajid Benjelloul, qui a été publié bien avant celui de Choukri, et qui plutôt donne une image positive, si vous voulez. Il y a une souffrance de l'enfance, mais qui est sur un autre plan, l'exil, etc., une expérience d'altérité. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte-là. Et, à la page 55, vous partez d'une idée, et j'insisterai là-dessus parce que c'est un présupposé à partir duquel vous construisez aussi votre démonstration. Vous partez de l'idée que la société marocaine, et je choisirai votre mot, je vais utiliser vos mots, elle est divisée en société traditionnelle et vous dites société contemporaine. À partir de cette division, vous construisez par la suite toute une démonstration entre la vision traditionnelle de l'enfant et ce que vous appelez la vision contemporaine. Pensez-vous vraiment qu'il y a cette représentation, pour reprendre un terme clé de votre thèse, pensez-vous vraiment qu'il y a cette représentation dichotomique entre la société traditionnelle et ce que vous appelez société contemporaine? Et est-ce qu'on est vraiment sorti de la société traditionnelle, ou alors est-ce qu'on est dans une société tout simplement composite qui, à la fois, a ce regard ancrée dans la tradition, hein, mais en même temps, elle rajoute, elle greffe sur ce regard d'autres représentations qu'on pourrait appeler modernes, vous les appelez contemporaines. Donc cette dichotomie, je ne sais pas si elle est pertinente telle que vous la présentez. Bon, il y a quelques scories sans grande importance, et comme à la page 106, vous évoquez Michel, un titre, mais je crois que vous voulez parler de Michel Zerafa sur le personne et personnage. Personne et personnage, c'est une note en bas de page, vous faites référence à un auteur. Alors je crois que c'est Michel Zerafa, vous dites Michel, mais ce titre-là, bon, comme il y a énormément de titres, peut-être vous avez trouvé un autre titre. Je crois que là il s'agit du livre de Zerafa, qui a été publié initialement chez Klinksy. Et puis, bon, ça ce sont des remarques un peu, enfin deux questions plus des remarques un peu générales sur votre travail, qui reste quand même un travail utile, non seulement intéressant, mais utile par rapport à l'université marocaine, et qui permettra certainement d'ouvrir d'autres perspectives d'analyse et de recherche par rapport à la question de l'enfant, et peut-être dans d'autres arts visuels que le cinéma. Là, vous avez ouvert cette comparaison par rapport au cinéma et à la littérature. Peut-être que dans les arts plastiques, il y aurait aussi une forme de représentation de l'enfant qu'on pourrait explorer. Vous avez aussi donné quelques outils susceptibles de nous permettre de comprendre un peu cette problématique-là. Et puis bon, sur la question de l'image, l'imaginaire, ça, c'est pas la peine de revenir sur ces choses-là. Vous avez montré dans votre thèse que vous avez quand même une saisie assez précise de la nuance entre ces notions-là. Donc, pour en résumé, je vous félicite pour ce travail que vous avez fait, et je le redis, c'est un travail qui n'est pas seulement intéressant, mais aussi utile pour la communauté de la recherche académique. Merci.
La parole à notre collègue, professeur Ferrari. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à ma collègue Sana Rouati pour m'avoir associé à cette thèse. Un mot de félicitations s'impose, Monsieur Taheri. Je suis aussi réjoui que mes collègues de vous voir aboutir. Finalement, après ce long trajet, vous êtes un produit du cru, à 100%. De la faculté des lettres de Kintra. J'ai eu aussi la chance de vous encadrer en fin de travail du PFE. Je vous connais assez depuis ce temps-là et je vous ai vu évoluer tout au long de ce parcours, en parcourant le master et puis le travail que vous avez fait pour l'élaboration de ce travail. Oui, en tant que professeur, il y a ce sentiment de réjouissance, mais surtout, il y a un sentiment d'un respect sincère envers votre personne, parce que si je devais dire quelque chose à votre sujet, je devrais signaler particulièrement la bonne volonté et le sérieux que vous avez laissé voir tout au long de l'évolution de votre travail en tant qu'étudiant d'abord, mes chers collègues, aussi bien Madame Sabati que Madame Rouati que Madame Massican, ils ont quand même pu nous donner une idée sur votre CV. Sincèrement, c'est à votre honneur de pouvoir aboutir avant même la fin de votre thèse avec un CV aussi honorable. Madame Massican vient de dire qu'au moins pendant 3 passages en France, vos séjours n'étaient pas du plaisir, n'étaient pas du luxe, c'était d'un travail, des séjours intellectuels très intenses. Et je crois que sans même voir votre CV, je crois que votre CV est assez étoffé pour que vous puissiez, avec beaucoup d'aise, prétendre à un poste à l'université. Voilà. Donc, Monsieur Taheri, vous êtes en train de soutenir, de défendre un projet de thèse intitulé Représentation de l'enfant dans le cinéma et la littérature de langue française du Maroc, avec une étude de cas faite sur 2 romans et 2 films. Je vous soulignerai d'abord l'originalité de la recherche. Là, il a déjà dit, particulièrement pour M. Zikri, oui, l'enfant comme centre d'intérêt chez les romanciers marocains est bien présent. Il est en tout cas inhérent à toutes les formes d'autobiographie depuis Story, la boîte à merveille. Il est peut-être aussi dans d'autres biographies qui sont beaucoup plus proches de nous, celle de la vie par exemple, le Comte d'Ajar, vous les avez cités tous les deux. Et cet intérêt aussi s'inscrit dans des fictions narratives, celle de Bibi notamment. Et là, je voudrais aussi souligner que vous avez aussi été vous avez réussi particulièrement à choisir le thème, mais aussi le corpus. Madame Rouati l'avait signalé tout à l'heure. Un bon choix de sujet, mais aussi un bon choix de corpus. Vous l'avez également constaté, ce centre et cet intérêt pour l'enfant chez les réalisateurs, chez les cinéastes marocains, tellement cet intérêt s'accroît avec le temps. Et donc, de là vient la nécessité justement de voir une étude académique qui porterait un éclairage sur l'évolution de cette thématique de l'enfant, aussi bien dans le roman que dans le film marocain. Sur la composition globale de ce travail, de ce Taheri, la thèse se présente en 2 temps, n'est-ce pas? Un peu volumineux quand même, ça nous donne un peu plus de travail à faire que d'habitude, mais peut-être que c'est peut-être certainement dû à, comme ils l'ont signalé d'ailleurs du collège, c'est que vous avez trop misé sur l'analyse systématique. Particulièrement, vous avez systématiquement analysé des romans, puis des films, c'est ce qui a fait un petit peu étoffer ce travail, et puis vous l'avez flanqué aussi d'une annexe où vous avez transcrit ou retranscrit les interviews
que vous avez recueillis. Tout cela a fait quand même grossir un petit peu le travail, mais je dirais que c'était nécessaire. Cette recherche est aussi très émaillée de tableaux. Vous êtes dans une approche quantitative, vous avez des grilles, vous avez établi des grilles, vous avez établi des tableaux, et bref, tout cela dit tout l'effort que vous avez eu à faire pour élaborer le travail. Un certain effort pour la transcription, que j'imagine assez consistant, et puis de faire un petit peu le tour de tout le corpus, puisque vous travaillez également, bien sûr, sur 2 films et 2 romans, mais vous avez autour d'une bonne dizaine de romans, je crois, et de films que vous avez lus et analysés de près, mais que vous avez aussi, tout autour de cela, pu suivre tout ce qui a été écrit, et lu tout ce qui a été écrit, et vu aussi tout ce qui a été écrit au sujet de l'enfant dans le roman et le film marocain. Je salue comme ça, de passage, un petit détail, je dirais un bon réflexe que vous avez aussi à placer au fur et à mesure de votre analyse, de petites synthèses, de petites conclusions partielles à la fin des chapitres, à la fin des parties. C'est ce qui permet en quelque sorte de produire un effet de balisage au sein de votre travail et qui aide en tout cas un lecteur à vous suivre, à voir un petit peu comment se tissent les liens entre les parties constituantes du travail. Bien sûr, ce travail, avec tous les bons aspects qu'on peut retenir à son sujet, il est quand même à peaufiner. Dans cela, je vais juste comme ça, dans certains endroits, réagir dans certains endroits, à propos de certains aspects, et c'est juste pour la bonne volonté de vous aider aussi à revoir certaines choses dans votre travail. Bien sûr, la langue, on en a dit un mot, je ne dirai pas trop. Je crois que vous avez été victime d'une certaine condition au moment de l'aboutissement de ce travail. Ils n'étaient certainement pas très sains. C'est ce qui explique tout ce qui nous pouvons remarquer au niveau de la langue, de l'expression. Donc, je crois qu'une fois reposé, vous devez absolument dépoussiérer. Aussi bien des petites coquilles que des petites fautes, scories, il y en a énormément. Mais en tout cas, ça, mis de côté. Un mot maintenant sur votre introduction. Et particulièrement sur la formulation de votre problématique. M. Zgri l'avait tout à l'heure soulevé. Dire que l'image est positive, quand vous parlez du discours officiel, et que l'image, de l'autre côté, produite par des créateurs, cinéastes, romanciers, est négative, je crois que les 2 attributs positifs et négatifs est, à mon sens, vous me permettez quand même cette remarque, il est une erreur méthodologique. Pour la raison très simple, c'est que vous êtes en train de projeter, et nous sommes au niveau de l'introduction, vous êtes en train de projeter un jugement de valeur sur un objet d'étude que vous n'avez même pas étudié. Et vous ne pouvez pas le qualifier de ceci ou de cela avant terme. C'est-à-dire que vous auriez pu attendre d'abord que vous vous lanciez dans l'analyse proprement dit, pour que vous puissiez effectivement argumenter dans ce sens où vous êtes tout à fait autorisé à dire qu'il est positif cette image ou qu'il est négatif. Je crois que ces 2 termes, positif et négatif, au niveau de la traduction, je précise, sont à bannir. Ils sont à venir pour des raisons tout à fait méthodologiques et rien de plus. N'oubliez pas que la fonction essentielle de votre introduction, c'est l'annonce. L'annonce uniquement. D'accord? Vous l'avez fait, je crois, à la page 13. Je pourrais vous lire un petit paragraphe à la page plutôt 3 de votre introduction. Vous le dites de manière assez lucide, vous le dites aussi avec une manière très claire, sans parti pris. C'est ça ce qui m'intéresse. Vous dites ceci en annonçant votre problématique. Cet intérêt grandissant attribué à la figure de l'enfant dans les récits marocains de nature autobiographique, autofictionnelle ou fictionnelle, constitue une source de motivation pour nous plonger dans cette question de la représentation de l'enfant. Et vous dites ensuite, la culture de l'enfant suscite notre curiosité et nous pousse à chercher à comprendre pourquoi les écrivains marocains de langue française montrent un intérêt permanent pour le sujet de l'enfant et de l'enfance. Je dirais que là, c'est une bonne énonciation, parce qu'il est dépourvu de partie. Au sujet toujours de ces 2 mots,
positifs et négatifs. Monsieur Khaled Zikri, tout à l'heure, vous l'avez soulevé, et j'ai pu comprendre dans votre phrase que quand même c'est une catégorie louable, hein, quand même de considérer la question de la représentation sous forme d'une catégorie ou d'une dichotomie. Moi je dirais, j'ai une petite nuance à apporter à cela sans vraiment m'opposer à l'idée de mon cher collègue. Je crois qu'elle pose aussi un problème au niveau de la manière avec laquelle vous êtes en train de voir la question de la représentation. Encore une fois, dire que les deux la représentation ou l'image de l'enfant, elle est positive ou négative, me semble un peu réductrice. Elle est un peu réductrice. Et vous êtes en quelque sorte enfermé dans une sorte de polarité. Une polarité au sens sémiotique du terme, tel que l'employé par exemple Grémas, vous savez, les sémioticiens, la sémiotique narrative, il fonctionnait avec ces catégories, ces dichotomies positives. Héros, anti-héros, dysphorie, gratification, sanction, manque, compensation. D'accord? Je dirais que vous, puisque vous avez intitulé ce travail représentation avec un S au pluriel, parce que vous êtes ouvert finalement à la richesse que peut vous offrir aussi bien les romans que les films, je crois. Et donc votre travail n'est pas simplement de les aligner, romans, que ce soit roman ou film, de les aligner sur un attribut quelconque qui soit comme ça ou comme ça, positif ou négatif, c'est plutôt de s'ouvrir à la richesse. Et de voir plutôt, puisque, encore une fois, vous avez dit, pour le corpus fondamental sur lequel vous avez travaillé, qui s'étend de 1980, je crois, à 2017, c'est ça? Oui, mais vous avez encore lu beaucoup plus, vous avez lu même avant 1980, vous êtes dans une position qui vous permet en moins de dégager, on va dire, l'évolution de cette représentation de l'enfant, hein, à travers le temps. Ce regard que vous portez sur un corpus qui s'étale sur le temps vous permet de dire que cette image évolue et qu'elle évolue dans ce sens ou dans cet autre, sans pouvoir gommer, je dirais, les nuances qui existent dans chaque texte, puisqu'on parle de sensibilité de romancier, mais de sensibilité de cinéaste, bien que les cinéastes ici, le cas de Ayouch, ont adopté un travail romanesque, mais en tout cas, il y a une manière particulière d'évoquer la question de la représentation, et ces sensibilités doivent ressortir, et doivent être mises en évidence. Donc, il faudrait, on va dire, parler plutôt de nuances, de richesse, et non pas d'aligner l'une et l'autre sur deux attributs. Un petit détail, toujours au niveau de la présentation, de l'introduction, à la page 3 toujours, vous utilisez le mot représentation sociale. Je vous lis la phrase, à la page 3, au deuxième paragraphe. Or, la représentation sociale de l'enfant, ou Maroc, dresse de nos jours le portrait d'un enfant privilégié. Je signale de passage le mot de nos jours. Il manque de précision. C'est-à-dire qu'il faudrait être beaucoup plus dans... Ça veut dire quoi, de nos jours? Il faudrait quand même dater les choses. De nos jours, ça peut être aussi bien 2019 qu'une décennie, un peu plus. Hein. Mais ce n'est pas mon propos, en fait. Je reviens à l'expression la représentation sociale. À vos livres, je crois que vous êtes en train de parler d'autre chose que de la représentation sociale. Et en fait, ce que vous voulez dire ici, c'est plus le discours officiel. Le discours officiel, oui. Monsieur Zikri l'avait tout à l'heure dit, le discours officiel marocain, oui, il donne cette image plus ou moins positive du Marocain, ou de l'enfant marocain. Hein. Le discours officiel, étatique, je dirais, qui a toujours existé, mais qui a pris forme, on va dire, comme étant un discours construit, comme un discours qui peut être communiqué, hein, comme une sorte de programme, si vous voulez. Il est récent. Il date à peine de quelques décennies, il est né, on va dire, avec l'expérience du multi, là où il y a ouverture politique, avec la montée en force de la société civile, qui défend les droits des individus, qui défend les droits des minorités, entre autres l'enfant, d'accord, mais qui est particulièrement un discours adressé, s'il vous plaît, à l'étranger.
Et raison pour laquelle il est justement un discours qui ne peut être que positif. Ce n'est pas pour nous les Marocains. Il est adressé pour nous. Mais alors, là, ce que je vous demande, c'est de faire simplement la différence entre ce que vous appelez représentation sociale, discours politique. Vous le faites très bien, M. Taïli, lorsque vous êtes au niveau de l'analyse, au chapitre 2, partie 2. Vous parlez de représentation sociale, M. Zekri l'a souligné tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, et là, on voit vraiment se déployer un discours, une argumentation autour de la représentation sociale sur l'emploi. À propos toujours de l'introduction, je signale aussi de passage un certain nombre de questions que je vous pose. Page 5, page 6, page 7. Je crois qu'il y a un peu pléthore de questions, beaucoup plus qu'il ne faut. Vous revenez incessamment à votre problématique pour poser des questions, des fois des mêmes questions formulées, des fois vous ajoutez aux questions d'autres questions, et ça produit une sorte de parasitage sur votre objet. Et n'oubliez pas que vous êtes en train de vous adresser à un lecteur qui devrait saisir dans la clarté ce que vous êtes en train de lui annoncer pour qu'il puisse vraiment mémoriser quelque chose dès le départ et non pas partir du premier abord comme étant indicié sur l'objet ou le sens à prendre de votre étude. Un mot aussi sur l'économie globale du texte. Vous avez inséré dans la partie 1, chapitre 4, que vous avez intitulé, je crois, La place de l'enfant, chapitre 1, partie 1, la place de l'enfant dans le cinéma et dans la littérature. Je crois que, ça c'est mon point de vue, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi, mais je dirais que pour l'économie globale du propos, du travail lui-même, ce chapitre pourrait facilement être supprimé. Pour une raison simple. C'est que même s'il est bien fait, même s'il est bien argumenté, vous êtes en train de reprendre exactement ce que vous avez annoncé au début de votre introduction. Il est redondant. Il est beaucoup mieux écrit, mais il est redondant. Et si j'ai un conseil à vous faire ici, c'est de voir un petit peu ces 20 pages, c'est à peu près de la page 69 à la page 87, c'est de voir ces pages synthétisées, et je dirais basculer vers l'introduction. Au début de l'introduction, ça aura donné, je crois, un effet beaucoup plus percutant à votre introduction. Hein? Certainement, votre introduction aura beaucoup plus d'effet sur le lecteur. Et je vous rappelle qu'au début de l'introduction, c'est ça ce que vous avez fait. Vous avez également parlé de la place de l'enfant dans le cinéma et dans la littérature. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes en train de voir. Par contre, dans la même partie, le chapitre 3, je le trouve vraiment excellent. Il est très intéressant, très formateur, parce que justement, vous parlez de la représentation sociale et rien à dire, je crois. On apprend beaucoup de choses de vous, notamment cette manière de parler justement d'une évolution. Et c'est là où vous avez inséré cette notion de nuance, de l'évolution de l'image dans la société marocaine. Vous parlez d'abord d'une image confuse et ambiguë à la page 60, et que cette image qui progresse, qui s'améliore du fait d'un certain nombre de métamorphoses, de changements que subit la société marocaine, elle devient plutôt plus favorable à l'enfant. Vous appelez ça, on aboutit à une idée que l'enfant, aujourd'hui, il est vu comme étant un enfant roi. C'est votre expression. Pour l'analyse du corpus littéraire, celui de Bibine, oui, mes collègues ils ont signalé ce fait qu'il y a beaucoup d'analyses ou de descriptions, beaucoup de descriptions surtout, mais moi je m'attarde surtout sur les entrées que vous avez choisies pour aborder l'œuvre littéraire, particulièrement dans le chapitre 1 et 2, partie 2, vous avez particulièrement choisi 3 principales entrées. La mise en fiction, l'étude du personnage, mais une étude systématique, vous avez accordé votre attention à tous les personnages, et aussi la lecture thématique. Alors, je pourrais vous conseiller d'aller encore plus loin, hein, pour enrichir cet examen que vous faites subir au texte littéraire, peut-être en
s'orientant beaucoup plus vers le côté narratif, énonciatif, mais aussi peut-être aussi d'envisager peut-être aussi une analyse psychanalytique. C'est possible. Mais déjà, ce que vous avez fait est très bien. Déjà, ces 3 entrées vous ont permis quand même, le moment où vous êtes passé à la mise en commun, c'est là où je suis d'accord aussi avec M. Zikri, vous avez une approche comparée, mais vous n'avez pas une approche comparatiste. Alors, au moment où vous mettez en commun les romans et les films, chapitre 3, partie 2, là, on voit le fruit de tout ce que vous avez effectivement fait. Vous sortez finalement avec quoi? Vous sortez finalement avec 6 portraits de personnages, l'enfant violent, l'enfant adulte, etc. On sent que c'est quand même le produit de votre propre interprétation. Et que peut-être un autre chercheur qui se pencherait sur le même profil, plutôt le même corpus, pourrait aboutir à une liste de portraits nécessairement différents, plus augmentés, ou moins. En tout cas, c'est une chose à apprécier. Le deuxième volume, oui, comme mes collègues, je le salue. Vous l'avez particulièrement consacré aux interviews que vous avez faites avec des universitaires, avec des critiques littéraires, ou de cinéma, avec des cinéastes. Certains pour avoir accompagné les romans ou l'évolution de la littérature du cinéma marocain, et d'autres pour avoir été justement créateurs ou romanciers. Oui, cela me semble une valeur ajoutée, appréciable, à votre recherche, car il vous permet justement ce regard croisé sur la question de l'enfant, et vous permet vous-même de vous situer par rapport à ce qui se dit. Donc il y a votre regard lui-même, et il y a ceux que vous avez écoutés, qui vous ont permis effectivement de jauger si vous êtes dans l'originalité, dans la manière avec laquelle vous êtes en train d'évoquer la chose. D'accord. Moi personnellement, je considère ce deuxième temps, vu tous les entretiens que vous avez retenus, comme étant le prolongement de votre liste bibliographique. Parce que il y a autant d'auteurs que vous avez interviewés, que de références que vous avez fait parler, je dirais, longuement. Les amis l'ont dit. La transcription, oui. Vous avez tenu à faire cela de manière fidèle, ce qui est recommandé dans un travail de recherche académique. Vous avez restitué fidèlement les propos des interviewés, ce qui est une bonne chose. Mais par la même, justement, vous avez, je crois, produit un texte qui n'est pas, je m'excuse de le dire, qui n'est pas très agréable. Les expressions familières, c'est vrai qu'on devrait les avoir, même le silence, on doit le transcrire. Moi, je crois, si je devais vous conseiller, je ne sais pas, mes collègues peuvent aussi se prononcer sur cette histoire, ces entretiens constituent justement un corpus exploitable pour vous, mais vous n'êtes pas dans une optique, par exemple, de linguiste. Là, vous allez effectivement accorder votre attention aux petits détails, à un phénomène formel, à un phénomène où vous devez absolument restituer les paroles avec leurs petits détails. Vous êtes plutôt, ce qui vous intéresse dans ces entretiens, ce qui vous intéresse, c'est le contenu. D'ailleurs, lorsque vous vous êtes intéressé à ces entretiens, à ces interviews, vous avez retenu, vous avez appliqué une étude de sens, une étude de contenu. Parce que, je ne sais pas, M. Khalid Zikri était parmi ces personnes qui étaient interviewées. Qu'est-ce qu'il va en penser? Je pourrais peut-être vous conseiller ceci. C'est, bien sûr, après avoir demandé la permission aux interviewés de se donner peut-être la latitude d'arranger un petit peu, mais juste légèrement. Parce que quand même, ce sont des interviews oraux, mais quand même on les lit. Dans une situation de réception du texte lu, je crois qu'on est un petit peu indisposé par tout ce qui relève de l'oral, des répétitions, etc. Ce qui vous intéresse surtout, encore une fois, vous l'avez fait. Ces interviews, ils ont été exploités au point de vue sens au cours du premier travail, du premier volume. Ils ont été systématiquement analysés dans l'annexe.
Et donc, vous n'avez jamais vraiment accordé votre attention et vous n'avez pas besoin du côté formel. Donc, ça peut s'arranger à mon sens. Un dernier mot sur votre bibliographie. Je crois que vous avez eu le bon réflexe de disposer vos références en rubrique et d'opter pour un classement alphabétique. Quelques petites incohérences du point de vue graphique, si vous voulez, graphique de présentation particulièrement. Mais disons que, de manière générale, la présentation, elle est correcte. Quant aux références que vous avez retenues, je crois qu'ils sont de manière générale à l'image du travail interdisciplinaire que vous avez donné à vous. Donc il y a un peu de tout. Des ouvrages qui relèvent de la narratologie, de la sociocritique, de la sémiotique, du cinéma, etc., etc. Donc ici, on ne peut pas vous dire, on n'est même pas soucieux de parler de l'exhaustivité de la bibliographie. Parce qu'effectivement, vous touchez à énormément de domaines, de disciplines, et s'il fallait absolument être exhaustif ici et là, ce serait vraiment une bibliographie assez fastidieuse. Je signale juste un petit détail qui m'a vraiment incommodé. Je considère quand même une fausse note dans votre biographie, c'est de voir un journal, un quotidien, adressé au large public. J'entends ici l'opinion, figurer dans une liste, dans une recherche. Voilà, donc ça a été dit. Bon, je crois que nous sommes d'accord, je voudrais revenir sur cette histoire. Bon, voilà, je ne dois encore finalement vous dire félicitations et bonne continuation. Voilà, merci. Alors, je dois moi aussi un peu ajouter sur ce qui a été dit par rapport à notre M. Taheri. C'est je dirais, un étudiant fonctionnaire, exemplaire, parce que c'est quelqu'un qui a été tout le temps présent au sein de, je dirais, de notre faculté, au sein du département. Il a été toujours, il est toujours, même jusqu'à présent, tout le temps présent dans toutes les activités que nous organisons, aussi bien dans le département que dans le niveau du master DLF, y compris du laboratoire d'Ilartis. J'ajouterai peut-être ce que mes amis n'ont pas ajouté, c'est que M. Taheri avait une bonne chose, que c'est notre photographe caméraman. Elle a oublié de le dire, c'est sûr. C'est quelqu'un qui vraiment, je veux dire, c'est la mémoire, totalement, oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans cette mémoire? Alors, vraiment, nous avons eu une base de données, d'ailleurs, je l'ai mis sur l'ordinateur du laboratoire, sur toutes les activités que nous faisons, aussi bien séminaires, colloques, journées d'études, et tout là, toutes ces activités sont vraiment répertoriées au sein du laboratoire, chose qui est très bonne, parce qu'on doit garder, comment dire, pour la continuité, pour bien sûr une webographie cette fois-ci, si j'ose dire. Alors, je reviens à votre travail, qui est intéressant, et bien sûr qui traite d'une thématique, je dirais, très importante de nos jours, sur l'enfant. Et sur l'enfant, cette fois-ci, revient bien sûr sur je dirais que ce que M. Khalizekri a entamé par pluridisciplinaire, hein, et c'est une chose importante. Importante parce que cela nous donne une idée et cela nous amène à, bien sûr, votre projet plus tard. J'ai l'habitude de donner, bien sûr, des remarques doublement sur la forme et le contenu. La forme, il y a bien sûr des choses à
bien sûr, à retravailler, à rectifier. Peut-être, par exemple, si on prend vite fait, si on prend par exemple le sommaire, vous avez introduit ici dans la bibliographie générale tous les éléments de la bibliographie, tous les que M. Rombéa a décliné en les rubriques. Alors, on ne les décline pas dans le sommaire, c'est-à-dire, non, c'est lorsque vous abordez un peu la bibliographie, etc. Vous avez décliné toutes les sous-parties, les sous-sections au sein du sommaire. Chose que l'on n'est pas tolérée par, bien sûr, l'AFNOR. C'est-à-dire, nous, on respecte les normes de l'AFNOR, l'Agence française des normes. Là aussi, il y a des choses à rectifier aussi au niveau de quelques, par exemple, quand vous parlez d'idem, apparemment il y a, je dirais, idem, c'est pour, quand vous citez le même ouvrage avec une page différente, idem, c'est avec la même page et la même référence, simplement. Bref, je passe sur ces éléments, mais c'est des choses que vous pouvez rectifier. Rien qu'avec, pour la bibliographie, je citerai, il y a des logiciels, je citerai Zotero, bien EndNote, et vous allez bien sûr comprendre cela. S'agissant du contenu cette fois-ci, comme je vais un petit peu élaguer ma présentation, vu qu'il y a des choses qui ont été dites par mes collègues, je m'arrêterai sur votre partie sur la pédagogie et qui est offrir un potentiel didactique pour l'enseignement-apprentissage de la langue française à partir de la notion de l'identité. Je trouve que c'est un projet louable et bienvenu, étant donné que de plus en plus, c'est-à-dire, je vois votre souci, pourquoi vous l'avez introduit, parce que en tant qu'enseignant, chercheur, on est tiraillé entre vraiment rester dans la recherche purée, je ne sais pas si j'ose dire pire, et aller vers comment remédier à certaines lacunes ou à certains dysfonctionnements que nous vivons au sein de notre université. Notre collègue Marie Narcican n'aimerait pas le terme nous sommes en régression, il y a un problème. Non, il n'aimerait pas ça. Il y a un problème si. Hein? Il y a un problème si, sachant que chaque résolution de problème crée d'autres problèmes. Et on devrait, et nous devrions, peut-être au conditionnel, en tant qu'enseignants, chercheurs, au sein d'un département de langue et littérature française, peut-être y répondre, peut-être amener notre touche, même élémentaire, très élémentaire. Alors, dans ce cas, cette partie-là, je dirais que c'est vers une action, un projet de recherche, action, et même je dirais peut-être développement, plus tard, au sein de, bien sûr, de l'enseignement-apprentissage au niveau du Maroc. Pourquoi cela a un intérêt? Parce que en didactique, en enseignement des langues, en français langue étrangère, et vous l'avez cité aussi au niveau de votre thèse, on doit partir des productions que nous avons au sein de notre, bien sûr, nationaux, je dirais. Je ne sais pas, vous connaissez un peu les manuels, par exemple, les manuels scolaires, bien sûr, au sein de l'ambassade, je veux dire, de l'Institut français ou autre. Je ne sais pas, des manuels qui, bien sûr, qui intègrent tous les aspects un peu de la culture et socio-linguistique du pays, tout simplement. C'est vrai que chez nous, à un moment donné, on a juste voulu intégrer 7 termes et il y a eu un tollé. 7 termes argotiques marocains dans nos ouvrages, nos manuels, il y a eu un tollé. C'est dommage. Et il est temps peut-être de revenir sur ça pour le faire. D'autant plus que, je dirais, je ne sais pas, on ne doit pas revenir en arrière, que même les manuels qui ont été proposés
au niveau de l'enseignement, je dirais au lycée, à travers les œuvres intégrales, il y a encore des points d'interrogation. Bref, votre projet vers la fin m'intéresse. Et cette fois-ci seulement, comment l'insérer cette fois-ci en le prenant d'un point de vue globalisant, je dirais, en l'insérant dans une ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique prendrait en charge plusieurs éléments, un dispositif et bien sûr à travers un scénario pédagogique bien précis. Tout à l'heure, ma collègue quand on va parler de médiation, c'est vrai comment ne faudrait-il pas cette fois-ci de travailler selon un scénario pédagogique, cette fois-ci en insérant dans un dispositif pédagogique à travers une plateforme, d'autant plus que vous avez affaire bien sûr à un film que vous pouvez facilement bien sûr intégrer au sein de la plateforme. Certes, votre travail aura une continuité, ça c'est sûr, et ces remarques-là, des remarques sur la forme, n'enlèvent en rien de l'intérêt de votre thèse. D'autres remarques, je vous les donnerai plus tard, vu le temps qui nous est imparti. Vous avez, je dirais, combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure ou 10 minutes pour répondre à quelques accords. Le procès verbal de la soutenance de thèse. Le doctorant Tahir Al-Adil, inscrit au laboratoire langue, création et nouveaux médias à l'université de Touaï, au cours de l'année universitaire 2014-2015, sous la direction de Madame Salah Rouati et de Madame Marie-Françoise Narcicon, a soutenu sa thèse le lundi 4 mars de 10h à 12h30 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. L'intitulé de la thèse est « Représentation de l'enfant dans le cinéma et dans la littérature de langue française » et Le jury est composé de professeur Mejdoudine Sourati en tant que président, professeur Salah Rouati en tant que rapporteur, professeur Marie Narcicon en tant que rapporteur, professeur Khalid Zikri, membre du jury, professeur Romli Abdullah, membre du jury. Après délibération en présence du doyen, plutôt du directeur du centre des études doctorales, le jury a décidé d'octroyer le grade de docteur en lettres et sciences humaines et sociales à Tahir Al-Adil avec mention très honorable avec félicitations du jury.